Le procès a duré 3 mois. Les délibérations n'ont duré que 15 heures. C'est le temps que ça a pris pour que les membres du jury dans le procès Chafia arrivent à 3 verdicts de culpabilité. Ça veut dire la prison à vie pour Mohamed Chafia, son épouse et leur fils retrouvés coupables d'avoir tué les 3 filles du couple ainsi que la première épouse de M. Chafia. Pour mieux comprendre l'impact de ce verdict, on accueille dans nos studios d'Ottawa Pascale Fournier. Elle est professeure de droit et vice-doyenne à la recherche à l'Université d'Ottawa. Pascale Fournier, bonsoir. Bonsoir. Dites-moi, ça n'a pas pris de temps pour arriver à 3 verdicts de culpabilité, à peine 15 heures. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? C'est un message très clair. Hein? Il n'y avait pas d'hésitation dans l'esprit des membres là, du jury, malgré le fait là, que la preuve était considérable et bien sûr qu'ils avaient à suivre ça depuis de nombreux mois. Alors, il semble là, que le message est très, très clair. Il n'y a pas eu de doute dans leur esprit. Est-ce que vous avez été surprise du fait que les 3 ont été condamnés de meurtre prémédité? Non, je m'attendais à un verdict comme celui-là. J'ai eu quelques doutes là, dans les jours précédents parce que, bien sûr, qu'il faut comprendre toute la difficulté là, qui pesait sur la couronne de démontrer la culpabilité hors de tout doute raisonnable, ce qui comporte à la fois, là, au niveau du meurtre au premier degré, l'aspect intentionnel et l'aspect de préméditation en l'absence de témoins là, le soir de l'événement. Alors, une preuve circonstancielle, c'est très, très, très difficile. Alors, la thèse du crime d'honneur était là, la façon de procéder pour démontrer, hors de tout doute raisonnable, la culpabilité, l'intention et la préméditation. Vous l'avez mentionné, c'est la couronne qui a utilisé la thèse du crime d'honneur. Oui. Le fait d'utiliser cette thèse et d'avoir eu un verdict de culpabilité, qu'est-ce que ça veut dire, ça, pour un procès au Canada? C'est important parce qu'on a eu plusieurs causes en matière de crime d'honneur dans les dernières années au Canada, mais dans la grande majorité des cas, la thèse du crime d'honneur était utilisée par la défense et non pas par la couronne, soit pour tenter là, de réduire au stade de la défense de provocation de meurtre à homicide involontaire coupable, soit pour jouer là, au niveau de la sentence ou de la libération conditionnelle. Et c'est la première fois là, que c'est utilisé par la couronne. Donc, on semble envoyer un message à la société canadienne là, sur le plan social, sur le plan symbolique, qu'une telle violence utilisée de manière systémique, commise à l'endroit des femmes et des enfants là, dans la sphère familiale ne sera pas tolérée. On parle de crime d'honneur. Dans le Toronto Star de ce matin, on pose la question crime d'honneur ou violence faite aux femmes. Qu'est-ce qu'on répond à une question comme ça? Bien, c'est une excellente question. Il ne faut pas oublier le nombre très élevé, là, malheureusement, de meurtres qui sont commis là, par des hommes à l'endroit de leur épouse, de leur conjoint, de leur petite amie, etc. Et on ne peut pas passer sous silence là, tout ce phénomène-là. Maintenant, ça porte le nom un peu de crime d'honneur parce que c'est un peu inhabituel, j'imagine, pour nous, qu'il s'agisse là, de la famille au sens, non pas nucléaire, là, mais au sens de la famille étendue. Donc ça s'apparente plus à la notion de crime d'honneur, mais il faut quand même souligner que ça nous rappelle une violence qui existe à l'endroit des femmes qui n'appartiennent pas à des groupes minoritaires nécessairement dans la société canadienne. Alors, il faut dénoncer cette violence-là, qu'elle soit commise là, à l'endroit d'une femme au nom de l'honneur ou au nom d'une violence dans le cadre d'une relation de couple. On a aussi remis en question durant tout ce procès les agissements des services sociaux qui avaient été appelés à plusieurs reprises pour intervenir auprès des filles et de la famille. Est-ce que les services sociaux auraient pu mieux agir dans cette affaire-là? Est-ce que c'est le prochain procès, finalement? Bien, je crois qu'il faut saluer ce verdict d'aujourd'hui, mais il s'agit bien sûr d'une demi-victoire au sens où on a à se poser de sérieuses questions comme société. Comment se fait-il qu'on n'ait pas su intervenir efficacement, de manière sensible à l'intérieur d'une problématique comme celle-là, alors que les signes semblaient clairs, hein? Des signes qui avaient été envoyés au niveau des policiers, les écoles, les services sociaux, etc. Et je vous réfère à un rapport de la Commission des droits de la personne du Québec qui a été rendu public l'année dernière, dans lequel la Commission lance le message suivant. Il faudrait avoir une campagne de sensibilisation. Il faudrait que les travailleurs sociaux aient des outils plus efficaces pour intervenir dans des communautés culturelles, là, des communautés de groupes minoritaires, parce qu'on est souvent timide, on ne sait pas comment bien intervenir et parfois on préfère ne pas intervenir pour ne pas commettre des erreurs. Alors, le grand message de l'après Chafia, c'est
c'est qu'il faut s'outiller, mieux agir, mieux intervenir et demeurer sensible et dénoncer à la fois le racisme quand même et la pauvreté dans laquelle vivent plusieurs membres de ces groupes minoritaires. Mais justement, est-ce que le discours politiquement correct qu'on entretient ici au Canada nous empêche d'avoir un réel débat sur cette question de l'intégration des minorités, des musulmans et le rôle des agences sociales? Oui, il y a quand même un certain défi, je crois, mais ce procès a été très médiatisé. On a beaucoup mis l'emphase sur le comportement individuel des accusés, mais je crois que toute la réflexion de l'après-Shafia portera non pas sur le comportement des accusés, parce que là, justice semble avoir été rendue, mais davantage sur notre rôle social, notre rôle par le biais de nos organes étatiques et non étatiques, toute la rencontre qui existe avant qu'il ne soit trop tard. Donc, ces jeunes femmes-là, ces femmes-là font partie de la société. Elles fréquentent l'école, elles fréquentent leur quartier, la rue, etc. Donc, cette vision très décentralisée du droit qu'on associe souvent au pluralisme juridique, on tente, je crois, dans l'après-Shafia, de comprendre davantage le rôle qu'on a comme société. Et c'est un rôle qui est très important. Je pense qu'il faut le souligner. Beaucoup de matière à réflexion. Pascale Fournier, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Bonsoir. Au revoir.